Bienvenue à votre émission numérique Bel Âge en ligne, une émission consacrée au mieux-être, à la santé et l'épanouissement des aînés francophones du Nouveau-Brunswick. Vous le remarquez, derrière moi, nous avons un nouveau logo, une conception de Yolande Desjardins. Yolande qui s'occupe également de la caméra, du montage, enfin de tout ce qui entoure le fait qu'on puisse rendre possible la diffusion de cette production numérique. On va parler tout d'abord d'un sujet qui n'a pas mérité, je crois, la place qui lui revenait dans les nouvelles au cours des dernières semaines, soit toutes les personnes, ceux et celles qui s'occupent des gens qui ont un handicap physique ou mental, qui ont besoin d'une assistance quotidienne. On les appelle en termes de langage bureaucratique les aidants naturels. Ils sont 9000 au Nouveau-Brunswick, hommes et femmes, qui à chaque jour apportent leur soutien à des proches, à des parents, à des amis qui sont dans le besoin, qui en ont besoin. Jusqu'à tout récemment, ces gens-là recevaient une subvention mensuelle de 106 $ par mois. C'est pas beaucoup pour les aider à toutes sortes de dépenses, comme par exemple quand ils se déplacent avec leurs parents, leurs amis, pour les emmener à l'hôpital, aller chercher des médicaments, payer des frais de stationnement, toutes sortes de dépenses. 106 $ par mois, un petit incitatif pour les aider à accomplir ce travail qui se fait, je le souligne, sur une base bénévole. On a décidé du côté du gouvernement de Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick d'annuler cette subvention. C'est déjà terminé. Ils ont reçu, je crois, leur tout dernier chèque ce mois-ci pour transférer le montant épargné, environ 11 millions de dollars ailleurs. On dit que le système n'était pas imputable, qu'on ne savait pas exactement où l'argent s'en allait et que finalement, ça ne donnait pas les résultats escomptés. On a voulu savoir ce que ça signifiait justement pour ces gens-là qui apportent leur aide sur une base continue à ceux qui en ont besoin. Quelle réalité ça cachait tout cela? On s'est rendu à Riverview rencontrer M. Mme Raymond Bishop et son conjoint Russell qui s'occupe de Mme Bishop. Ils ont bien voulu nous accueillir dans leur foyer et voici ce qu'ils avaient à dire là-dessus. Chaque jour, le rituel se répète. Incapable de marcher, Raymond Bishop a besoin de l'assistance de son conjoint Russell pour se libérer de sa chaise roulante. L'exercice est lent et méthodique. Dans une journée, on l'effectue à plusieurs reprises. Atteinte de la sclérose en plaques, une maladie qui s'attaque au système nerveux central, Raymond a appris à composer avec sa condition. Avec une voix fragile, elle raconte que tout a basculé à l'âge de 40 ans. Je savais pas que j'avais ça. J'ai tombé parce que moi j'avais beaucoup de problèmes de dos. J'ai eu 6 chirurgies sur mon dos. Puis je croyais que c'était mon dos que je tombais tout le temps. Puis quand la dernière fois que j'ai tombé, mon mari m'a amené à l'hôpital. Il dit, on peut pas rester même, il faut aller à l'hôpital. Et j'étais à l'hôpital, puis c'est là qu'ils ont trouvé que j'avais ceci. J'ai marché dans l'hôpital, j'ai jamais marché depuis. Son conjoint apporte un soutien quotidien et ce depuis des années. Il a dû quitter son emploi à 60 ans pour s'occuper à temps plein de Raymond. I couldn't handle it all myself and work at the same time, so it came to the point where I needed help. And the government was there, but if I did not quit my job and stay home and take a pension, it was impossible for us to survive. Russell assiste sa conjointe dans ses déplacements, prépare les repas et prend en charge le transport pour les rendez-vous à l'extérieur. Maintenant, il devra se passer de l'allocation de 106 $ par mois. I think that a lot of people need this, really a lot of people, just to start. People don't know
what it's like to have to be a caregiver. À travers cette épreuve, Raymond garde le moral. Des bonnes journées, des mauvaises journées. Prends ça comme ça vient. Prends ça comme ça vient. T'es obligé. Si tu veux garder ta santé de tête, t'es obligé de dire, OK, c'est pas une si bonne journée, mais on va faire ce qu'on a besoin de faire, puis demain va être mieux. Mais vous êtes bien entouré. Oui. Oui. Je Merci. sais pas ce que je ferais sans mon mari. C'est lui qui était... Ben, c'est mon ange. Vraiment. Oui, encore une fois, merci à Raymond et Russell Bishop pour nous avoir permis d'aller dans leur foyer, dans leur résidence. On leur souhaite la meilleure des chances. On parle maintenant d'une étude d'une professeure en travail social à l'Université de Moncton, Madame Elda Savoie. Madame Savoie qui s'est rendue dans plusieurs foyers francophones au Nouveau-Brunswick, dans les régions rurales essentiellement, et rencontrer des personnes âgées, 75 ans et plus, qui vivaient dans des petits milieux, des petites communautés. Et son étude, qui est toujours en cours, donne des résultats assez surprenants en termes de constatation que finalement, le sentiment d'identité, d'appartenance, de demeurer dans son milieu, même si on est loin des services, c'est vraiment bénéfique pour ces personnes. On l'écoute nous parler de ce qu'elle a découvert au cours de ces nombreuses entrevues. Je pourrais peut-être vous donner une image que quand elle rouvre le rideau, les alentours, l'environnement est familier. Oui, parce qu'elles ont toujours vécu là. Et tant aussi longtemps qu'elles pourront, elles sont quand même, on est réaliste. OK? Donc, c'est certain qu'elles se disent, un jour, je devrais quitter. Mais pour l'instant, j'ai de l'aide à domicile, mon voisin, ma voisine, tu sais, je vais à l'église, les gens m'appellent par mon prénom, je suis bien encore. Mais ça a un impact sur leur santé mentale et physique par la force Absolument, des choses. absolument. Je pourrais pas je peux pas le confirmer, mais je crois que oui, parce que quand je me suis entretenue avec elle, la santé arrivait comme en bas de la liste, si je peux dire, de dire, comme qu'elle disait, on a des mots, j'ai mal un genou, j'ai mal de ceci, mais à 85 ans, ça va pas s'en aller. T'sais? Donc, pour elle, la santé, ça devait, selon moi, c'est comment elles se sentent bien dans leur communauté, dans leur paroisse. Ce sont des témoignages qui sont vraiment intéressants parce qu'on entend souvent le discours à l'opposé. On va dire qu'il faut se rapprocher des services de santé qui sont dans des milieux urbains, des services spécialisés pour les personnes surtout de 75 ans et plus. Et là, vous me dites que finalement, il y a des gens qui, c'est tellement important leur milieu, cet enracinement pour continuer à avoir une qualité de vie finalement. Absolument. Puis c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Puis qu'est-ce qui m'a amené également à vouloir étudier ou aller à la rencontre des femmes âgées de 75 ans et plus, c'était aussi le rural. Parce que le Nouveau-Brunswick, le Canada, on ne peut pas dire tout le Canada, mais c'est rural. On s'entend là-dessus. L'Atlantique, c'est rural. Canada francophone, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et moi, j'ai quand même vécu dans certaines autres provinces du pays, très rural aussi. Les prairies. Tu sais, même si que c'est sûr que les centres urbains sont beaucoup plus grands, beaucoup plus de densité qu'ici. Donc, moi, j'étais intéressée à aller à la rencontre de ces personnes-là parce on tient également un discours parfois assez négatif sur la ruralité. Donc, qu'en est-il des gens qui y habitent? Et dans les recherches, il y a eu des recherches... Et en plus quand elles sont âgées. Et en plus quand elles sont âgées. Donc, parce qu'il y a des recherches qui ont été faites en région rurale en Alberta qui disaient les gens qui vivent en région rurale risquent ou peuvent peut-être vivre une double stigmatisation ou marginalisation parce qu'on marginalise la ruralité. Les régions rurales, on peut tenir un discours parfois négatif. Mais qu'en est-il des gens qui vivent là aussi? Donc, ça amplifie une certaine marginalisation, sans qu'on le veuille. Mais les gens, ils entendent ce discours-là. Donc, pour moi, c'était vraiment intéressant d'aller à leur rencontre et de dire, OK, tout qu'est-ce qu'on entend, est-ce que c'est la réalité? Les femmes, pourquoi les femmes sont plus touchées? Parce qu'en nombre, ils sont plus présents dans
ces En situations-là? nombre, elles sont plus présentes, mais également, moi, c'est important d'étudier au niveau du genre parce c'est pas les mêmes besoins. On a trop longtemps, tu sais, au niveau que ce soit de la santé et tout ça, on a souvent, depuis très, très longtemps, étudié un phénomène, disons, majoritairement, je ne sais pas, mais au niveau des hommes, mais on va l'appliquer au niveau des femmes. Donc, c'est deux réalités complètement différentes. Concrètement, ça veut dire quoi, des besoins différents? Des besoins différents. Les femmes, par exemple, demeurer dans leur chez-soi, c'est très, très important. Je ne dis pas que pour les hommes, ils ne se le sont pas, mais elles se sentent beaucoup moins, c'est ce qu'elles me disent, elles se sentent beaucoup moins dépourvues ou sans aucun moyen parce qu'elles ont connu que ce travail-là. L'intérieur de la maison. L'intérieur de la maison, qui était pour elles à l'époque. Puis là, je parle même pas des 75, je parle surtout des 85, 90 ans. Tu sais, toute la division du travail. Donc, pour moi, c'était vraiment d'aller voir aujourd'hui comment on perçoit une femme âgée qui vit seule à la maison. Donc, qu'est-ce que ça me... Puis, elles le disent très bien, tu sais. On me dit que je dois me sentir seule, je dois me sentir isolée. Mais elle dit, moi, j'ai tout. Pour moi, ceci, c'est ma réalité. Bon, place au bénévolat maintenant. Au cours du mois d'avril, c'était la semaine du bénévolat. On l'a un peu manqué ici au Bel-Âge en ligne. On se reprend aujourd'hui et le bénévolat, il faut le souligner, les personnes aînées en font beaucoup et dans différents secteurs, que ce soit dans les hôpitaux, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur des loisirs, je pense dans le domaine de l'éducation pour la lecture auprès des jeunes. Il y a beaucoup de gens qui s'impliquent. On a voulu souligner à notre façon, par le biais d'une personne, cette contribution. On a rencontré Mme Juliette Brault-Barrette, qui réside à Négois, qui est impliquée activement dans plusieurs secteurs de bénévolat, mais principalement au niveau culturel. Et on écoute ce qu'elle avait à nous dire. Elle s'est confiée à notre micro. Je pense que ça prend l'amour de ce domaine-là. Faut aussi avoir le goût de donner de son temps. Moi, je trouve que lorsqu'on fait du bénévolat dans n'importe lequel des domaines, ce qu'on donne comme énergie, on reçoit doublement en remerciement. C'est vrai qu'assez souvent, comme bénévole, on est critiqué pour des décisions qu'on a prises, mais ça fait partie du ball game. Il ne faut pas s'arrêter à casser la tête avec tout ça. Fait que ça vous en apporte autant que vous en donnez, finalement. Oh, ça nous apporte beaucoup plus qu'on en donne. C'est tellement agréable de présenter quelque chose ou d'organiser quelque chose et de voir les gens sortir de l'événement puis être si heureux puis de nous remercier puis nous dire « Continuez, lâchez pas, on a aimé ça ». Et ça c'est un pesant d'or. C'est notre paye. Oui. Récemment, je voyais qu'il y avait comme une pénurie de bénévoles dans plusieurs événements, que ce soit les Jeux de l'Acadie ou tout ça. Est-ce que vous sentez ça qu'il y a une espèce de démobilisation un petit peu? Oui, on ressent qu'il y a un manque de relève. Puis ça, c'est probablement dans tous les domaines de bénévolat. Souvent, on va voir que les gens qui font du bénévolat, c'est des gens d'âge mature. Les aînés, beaucoup. Les aînés, beaucoup. Et comme on dirait, malheureusement que j'aime pas me servir du thème, mais des gens, des retraités, pour ne pas dire les têtes grises. Mais j'aimerais ça que les jeunes puissent s'impliquer encore plus pour pouvoir profiter de notre expertise, parce qu'on a fait pendant 30-35 ans de bénévolat. Alors, on pourrait partager et former ces jeunes-là pour prendre la relève. C'est le domaine, probablement, dans les arts et la culture, où il y a moins de relève. Et on ne veut pas lâcher parce que pendant des années, on a aidé à bâtir notre société culturelle et on ne voudrait définitivement pas que ça tombe. Fait que c'est difficile de prendre la retraite dans ce domaine-là. Combien vous mettez d'heures à peu près par semaine? Et chocolat. Si je vous disais, surtout, parce que je suis impliquée sur plusieurs plateaux. Autant avec Radar, avec le Conseil provincial des sociétés culturelles, avec la Légion chez nous. Je suis la présidente de la société culturelle. Donc, si on cumule tous ces heures-là, on peut facilement dire 20-25 heures par semaine. Eh bien, merci, Mme Brault-Barrette. On parle maintenant de Bernard Richard. Ce nom vous dit sans doute quelque chose au Nouveau-Brunswick. M. Richard, qui a été dans le cabinet McKenna dans les années 60, il fut ministre. Par la suite, il a été nommé ombudsman du Nouveau-Brunswick. Il a occupé
aussi des fonctions similaires complètement à l'autre extrémité du pays, en Colombie-Britannique, auprès des enfants, surtout comme ombudsman. Maintenant, il demeure très actif à plusieurs niveaux et ce qu'il y a de remarquable pour M. Richard, c'est que récemment, il s'est porté acquéreur du Moniteur acadien, sans doute l'un des plus vieux journaux francophones en Amérique du Nord, qui dessert essentiellement la communauté francophone du sud-est du Nouveau-Brunswick. On l'a rencontré dans la région de Cap-Pelé. D'ailleurs, il est originaire de Cap-Pelé et il nous parle pourquoi c'était important pour lui de tenter de sauver ce journal qui en était littéralement à son dernier souffle. On l'écoute. C'était difficile de voir fermer un journal qui avait été fondé en 1867, donc 152 ans de ça, qui était publié sans arrêt depuis 31 ans, puis qui est un outil important pour la région, pour les gens de la région. Par exemple, il y avait 2 groupes de prière qui se rencontraient à chaque semaine pour prier pour la survie du Moniteur acadien. Il y avait des personnes qui disaient on ne peut pas perdre notre journal. Puis quand on aime notre région, puis qu'on aime notre culture, puis qu'on aime la langue française, on a besoin de tous les outils dont on dispose. On n'aura jamais de trop. Donc pour moi, c'était important de faire un geste, au moins une tentative, ce qu'on verra. Je me suis donné une année pour voir si ça peut être rentable, parce qu'il faut que ce soit faut au moins que ça rencontre ses coûts, là, mais ça vaut la peine d'essayer. Au cours de cet entretien, M. Richard nous a également confié qu'il croyait énormément dans le travail au niveau de la communauté, de s'impliquer au niveau de sa propre communauté. Les gouvernements peuvent faire des choses par de vastes programmes, mais leur action est tout de même limitée et que l'énergie, le dynamisme devait venir avant tout de la communauté. On l'écoute. Moi, je suis absolument convaincu de ça. Je crois que c'est ça l'essentiel, de toute façon. On peut pas... C'est sûr qu'on peut s'attendre à un coup de pouce des gouvernements, c'est un peu leur rôle aussi. Ils existent pour nous servir, citoyens, contribuables, électeurs, mais la première responsabilité, c'est la nôtre. Là. Si on croit dans notre culture, la culture acadienne, pas seulement durant le temps des fêtes, tous les 5 ans pour le congrès mondial ou les festivals une fois par année, mais à l'année, je crois qu'il faut s'engager. Puis c'est sûr que ça a été un petit peu mon habitude et mon historique personnellement aussi, là, mais pour moi, un journal, c'est à chaque semaine, puis c'est sur la petite table dans le salon, ça reste là la semaine. Les gens le prennent, ils remettent, ils prennent, peuvent lire les mêmes articles 2 fois, regarder les mêmes photos 10 fois, parce que c'est des jeunes, souvent des jeunes, des enfants de la région, des personnes qui font ces choses, s'identifient à ça. Donc ça, pour moi, c'est une valeur extrêmement importante. Intellectuellement, moi, je suis toujours aussi engagé, curieux, intéressé, porté vers l'action beaucoup. Je veux voir des améliorations dans ma communauté. Puis ça commence par là, c'est Cap-Pelé, mais aussi le Sud-Est, c'est le Nouveau-Brunswick, c'est l'Acadie, c'est le Canada, c'est le monde aussi, parce que j'ai fait beaucoup de travail bénévole pour un organisme qui s'appelle Plan International, donc du développement communautaire dans les pays en voie de développement. Donc, je ne sais pas si c'est ce qui me motive, mais c'est certainement presque instinctif, mais le besoin d'être engagé dans le changement, puis dans l'amélioration de la qualité de vie. On souhaite longue vie au Moniteur acadien. Voilà, c'est déjà tout pour cette émission numéro 2 du Bel Âge en ligne. On vous invite, on vous encourage à vous inscrire, à vous abonner. Profitez-en, c'est gratuit. Vous allez en bas de l'écran et vous cliquez. Les indications devraient suivre. Je suis mal placé pour donner des conseils. Je suis un peu techno-tweet quand vient l'informatique. Yolande est beaucoup plus avisée que moi à ce niveau-là. De toute façon, on vous invite à vous abonner. À très bientôt. Au revoir.